on met gentil pour 30 secondes, même pas. Vite, vite, installez-vous. Ça marche. On est là, allez, c'est parti. On est là. Bonsoir. Si. On reprend des bières à la pause. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue à cet épisode du Jeudi du Livre. Donc, obligation, petite introduction sur nos activités. Donc, vous êtes présents ici au Jeudi du Livre, qui s'organise une fois tous les 3 mois ici à Arlon. Le but, c'est de faire la promotion du logiciel livre, il y a toutes les applications qui sont autour. Donc, vous allez voir, on va en parler juste après. Donc, l'idée, c'est que ces Jeudis du Livre, c'est une initiative qui a démarré en Belgique et qui se répand un peu partout, et qui a démarré au départ de Mons. Donc, tous les premiers jeudis du mois, elle a organisé une petite conférence sur ce sujet. Cette fois-ci, on décale la date, c'est parce que tout simplement, il y avait un jour férié. Ici, à Arlon, c'est organisé par l'ASB de 6x7, donc dont différents membres sont présents ici. Et donc l'ASB de 6x7 en fait organise différents événements. Vous voyez ici le staff en question. Les événements qu'on organise sont les cafés numériques, donc ça c'est une fois tous les mois, les dates sont annoncées sur notre site, qui sont des... qui sont donc des conférences organisées pour faire connaître les technologies numériques au grand public, les différents sujets qui sont abordés, par exemple l'impression 3D sur imprimante, la film plastique ou la photographie numérique, ou vraiment différents sujets. Alors c'est organisé aussi, mais là c'est plus Nicolas qui s'en occupe, présent ici. Les Reaper Café ou 6x7 collaborent avec d'autres ASBL sur Arlon, Reaper Café qui sont organisés régulièrement à la Maison de la Cité, à l'ASBL 42 et autres locaux dont je ne me souviens pas bien, donc si vous avez des questions, c'est pour lui. Donc là vous voyez l'équipe, donc malheureusement Annabelle Buffard n'est pas présente aujourd'hui, elle participe à un événement sur le DevOps à Luxembourg, mais une grosse partie du reste de l'équipe est présente ici. C'est pas le tour, on se présentera. Alors nos sponsors, donc Green Lab Coworking, Infourjeune qui nous héberge aujourd'hui, People Pro qui ne marche jamais, on va le virer, hein. Et Horizon 9 qui nous prête du matériel. Alors, évidemment, le site internet, donc je lis le livre pour l'événement spécifique ici, et 6x7 ASBL pour tous les événements regroupés, que ce soit les libertés, etc. ou autres. Et donc, d'ailleurs, je vous invite pour le prochain événement qui aura lieu le lundi 20 juin, a priori, et alors là, ça va parler à tout le monde, c'est un apéro numérique. Donc, on ne fera que discuter et prendre des bières. Pardon. Donc, maintenant, pour en venir au centre du sujet, donc aujourd'hui, on va parler de Big Data de manière générale. Et plus particulièrement en fait d'une stack qu'on connaît ou bien sous le nom de ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana, ou tout simplement maintenant c'est le nom qui commence à déployer, qui va retrouver, c'est la stack Elastic. Donc c'est vraiment un moyen de stocker des très grandes quantités de données et de ressortir des données utiles. Donc pour ça aujourd'hui on va avoir 2 présentations. Une introduction vraiment à ce que peut être le Big Data et ce que peut apporter la stack élastique. Ça sera présenté par Jonathan Vass ici, qui en fait a créé une société tout début de cette année, qui est installée à Luxembourg au Technoport. Ils sont 3 et ils travaillent sur tout ce qui est aspect donc stack élastique et Hadoop. Donc vraiment orienté analyse de données, disons les data scientists et ainsi de suite, vraiment pour travailler sur ce sujet-là. Donc il va vous faire une présentation d'élastique et de ce qu'on peut en faire. Et la seconde partie, on va travailler de concert et vous présenter un petit peu comment ça se passe en dessous, à quoi ressemble un fichier de configuration, comment écrire son propre filtre, quel type de données on peut extraire, comment on peut les présenter, et un peu peut-être les aspects si on a le temps, tout ce qui est clustering, sharding, et ainsi de suite. Voilà. Donc, première partie, pour moi, je peux aller faire la sieste. Je vais choisir. On va prendre les corporates. Corporate? Oui, très certainement. Bonsoir tout le monde. Je vais en profiter, vu que la salle n'est pas trop remplie, pour vous demander un petit peu si vous connaissez Elastic, qu'est-ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce que vous attendez de cette session. Comme ça, on va essayer de cadrer au mieux. C'est-à-dire que cette présentation pourrait être une présentation purement marketing et totalement inintéressante, ou devenir quelque chose de plus technique et où on fera fi de tout l'aspect marketing justement. Donc, un petit tour s'il vous plaît bien. Moi, c'est Bruno, je suis développeur, je travaille dans une société financière à Luxembourg, et on a réalisé un POC sous Elastic, que je connais pas mal, parce qu'on a un peu besoin en termes de performance et d'indexation, parce qu'on a des millions de rapports,
et on veut proposer des totalités du rapport à nos clients. Il faut que ce soit disponible tout de suite. Actuellement, on a une solution qui met 20-30 secondes pour ramener les rapports, c'est pas très bon disponible. Alors que on a réalisé montre clairement qu'on descend sous la seconde. Et même finalement sans avoir un de ça, de c'est surtout Ok. Alors moi c'est Oriane, je suis un collègue de Milo. Mais on n'est pas dans la même équipe. Bon, moi je suis développeur web, je viens ici juste par veille pour Ouais, moi c'est Julien, je travaille ici à l'ULG au campus Arlon. Et je connais pas vraiment Elastic, j'ai juste participé à un hackathon l'année passée où dans notre équipe il y avait un gars qui a fait quelques Elastic, mais je sais pas très bien ce qu'il a fait. Ok. Et donc voilà. Ça marche. C'est le hackathon du coup. Ouais. Bah, justement, je t'en parle. Moi c'est Marie, je travaille aussi sur le campus ULG ici à Arlon. Et je ne connais pas Elastic, je suis venue plutôt par curieuse. Pour moi, il ok. C'est pour le ça, C'est voilà. parfait. C'est pas bon, c'est très bien. On va continuer derrière. Là-bas, ils ont tous l'étiquette geek, Donc moi c'est Alexandre, je suis chef de projet développement et j'ai entendu parler d'Elastic via les articles de blog, j'ai vu quelques essais, je veux justement en savoir plus. Ok. Moi, c'est François, je suis responsable au financement naturel et payant pour les sociétés. Et j'ai entendu parler d'Elastic. Je ne sais pas trop, sûrement via des blogs et autres. Ok, parfait. Salut, ça, moi c'est Farid. Je suis security analyst en fait. Donc je travaille sur des solutions propriétaires qui font la même chose que Elastic Search, tout ça. Donc voilà. En particulier. Donc avec des licences qui sont Excessivement cher. Et ainsi par là, on peut faire la même chose sans payer la licence, donc ça peut être intéressant. Donc c'est mon patron qui m'envoie pour. Ok, bien. Bonsoir, je suis Frédéric, moi je suis administrateur d'application orientée OCM, au sens large. J'ai découvert Elastic il y a quelques mois et j'essaie de faire un petit POC pour pouvoir un petit peu remonter mes logs, faire un peu fichier log pour voir ce que je peux en tirer du plaisir. Ok. Bonsoir, c'est Quentin. Donc, je suis dans la BI depuis 6 ans maintenant, et depuis quelques mois, on a créé une société avec 3 collègues, 2 anciens collègues, et justement, on s'adresse à tout ce qui est Big Data, Hadoop et tout ça. J'ai déjà eu l'occasion un peu de toucher à Hadoop, mais pas Elasticsearch. Donc si je résume, du développement, de la découverte, ce qu'est Elastic, ce à quoi peut servir Elastic dans le log management, Elastic dans le référencement, et puis de l'intérêt de manière générale. Donc on va essayer d'aller dans ce sens-là. Du coup, on va démarrer sur plutôt un overview, qui est un overview relativement marketing, et on n'hésitera pas à s'arrêter pour des questions, pour digresser sur certains thèmes en particulier si vous le souhaitez. On reste le plus ouvert par rapport à ça aussi. Alors, Elastic, on a entendu beaucoup parler de ELK. ELK, effectivement, étant la stack qui pourrait remplacer un QRadar ou autre élément, donc Elasticsearch, un index inversé distribué. Donc, un moteur Lucene. Lucene, c'est un projet qui est dans Apache Foundation depuis maintenant bientôt 10 ans, qui se veut être effectivement un moteur d'index extrêmement compliqué, totalement imbitable, des API qui ne sont pas forcément très intéressantes ni très modernes. Donc on a un gentil monsieur qui un jour s'est dit tiens, j'ai quelque chose à faire au-dessus de ça, je vais développer un set d'API et je vais rendre Lucene accessible. C'est là qu'a démarré le projet Elasticsearch. Elasticsearch est donc devenu initialement un moteur de recherche sur base d'un index inversé. Donc l'index inversé, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on ferait dans une database. Donc plutôt que de mettre un numéro de row et de lui mettre une donnée, on choisit de dire que la donnée devient l'index et qu'on référence tous les objets dans lesquels se trouve la donnée. Grossièrement, on va retenir ça comme basics, parce que c'est comme ça que l'engine fonctionne, et c'est ce qui lui donne sa performance et sa rapidité, que ce soit dans du full text index, donc dans la capacité de rechercher des masses d'informations, des masses de documents, mais aussi, par extension, de traiter des données plus complexes, comme
série de temps, avec des références temps normalisées, ou de traiter des agrégations d'informations un peu plus complexes. Au fur et à mesure du temps, d'autres projets ont vu un intérêt possible et sont venus se greffer. Le premier fut Logstash, et à l'époque, Logstash était encore divisé en deux éléments. Donc Logstash avait comme vocation de dire on va traiter du log. Mais pour pouvoir traiter du log, il fallait d'une part pouvoir le capturer, et donc il y a eu toute une série de shippers. On a eu du Logstash Forwarder, donc des outils, des daemons capables d'être installés sur des systèmes qui forwardaient de l'information vers un système Logstash central qui lui avait juste une responsabilité, c'est de triturer cette donnée dans tous les sens. Donc jouer comme un gros orchestrateur d'expressions régulières et pouvoir transformer massivement de la donnée pour pouvoir, in fine, la verser dans notre index. Donc le premier projet à s'être accroché à l'écosystème fut Logstash. Et Kibana est venu encore bien plus tard. Et Kibana, c'est AngularJS, un petit peu de développement Node.js en plus. Et c'est un front-end qui vient se positionner par-dessus Elastic, qui va exploiter ses propres API pour pouvoir finalement donner une visualisation dynamique de ce qui se trouve en dessous. Quand Elastic a commencé à prendre on va dire en ampleur, en termes de société, mais aussi en termes de renom pour le produit, les différents créateurs se sont décidés à s'associer, ont créé la société Elastic.co, et aujourd'hui on se retrouve effectivement avec Elastic Stack, qui va encore plus loin, et on va essayer de voir un peu les contours de tout ça. Donc à titre d'information, Elastic c'est quelque chose qui est utilisé dans beaucoup de solutions qu'on exploite tous les jours. Quand vous cherchez un film sur Netflix, c'est Elastic qui s'en occupe. Quand on fait des recherches au niveau Uber, c'est Elastic qui s'en occupe. Quand on fait une recherche sur Wikipédia et qu'on veut savoir tous les articles qui sont related, c'est Elastic qui s'en occupe, etc., etc. C'est devenu au fur et à mesure du temps, avec son deuxième projet qui s'appelle Solar, qui est un peu le compétiteur, les deux références en termes d'outils de recherche avancés. Donc, ils se sont tous les deux basés sur Lucene, et il y a toujours une communauté assez forte autour de Lucene, mais il est clair que pour pouvoir faire partie de cette communauté, il faut avoir l'envie d'être hardcore en termes de la complexité du système distribué qui se trouve en dessous, et eux ont décidé d'amener une vue beaucoup plus simple et surtout moderne, JSON et API. Donc, pas mal de downloads, pas mal de participants à la communauté, et aujourd'hui suffisamment de souscriptions en tout cas pour en faire une société viable économiquement. En termes de croissance, les 2 dernières années ont été exponentielles. Solar a perdu de sa superbe parce qu'en 2014-2013, Solar était quand même largement devant et avait une existence de près de 3 années plus longue que le projet Elastic. Mais on va dire que les gens se sont vraiment fédérés autour de ce qui était fait autour d'Elastic, de son aspect modulaire et de la facilité de le déployer et de travailler avec. Donc aujourd'hui, en termes de customer base, on retrouve des gens dans tous les univers et beaucoup qu'on ne connaît pas. Beaucoup simplement qui vont télécharger, déployer et qui utilisent comme toujours. Ce ne sont pas forcément des subscribed users et il y a des use cases très intéressants. Et dans ces use cases très intéressants, c'est là, je pense, qu'on va vraiment réaliser la force de l'outil. C'est qu'on peut se déplacer depuis le log management avec une fonctionnalité limite orientée SIEM, donc Security Information and Event Management, donc véritablement quelque chose d'extrêmement verticalisé, jusqu'à un outil de recherche générique. Pour ne pas vous le cacher, nos chers eurodéputés viennent de décider que Elastic remplacerait HP Idle pour faire la recherche sur les différents portails européens. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui a réussi à s'imposer comme une solution standardisée dans le monde de la recherche. Le Big Data. Alors d'abord, j'ai horreur du terme Big Data. Généralement, quand c'est mes slides, je démarre par Big Data, ça n'existe pas. Hein, des problèmes Big Data, on en a eu depuis environ 1790. 1790, on avait des problèmes avec certains calculs de masse relatifs aux finances d'un pays. C'était un problème de Big Data. J'avais beaucoup d'informations et très peu pour le traiter. Et en fait, je pense que le terme Big Data, il doit être contextualisé, et surtout contextualisé par rapport au temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut réaliser des choses par rapport à de l'information, et les mécanismes qu'on a à notre disposition ne sont plus suffisants. Tant mieux, ça nous amène beaucoup d'innovations. La première innovation qui finalement commence à être déjà bien rodée, c'est Hadoop, l'éléphant, qu'on a tous connu. Projet Yahoo avec orientation pure batch.
Ça a été créé en 2006, c'est un système de fichiers distribués initialement. Le seul objectif, c'est de dire, je récupère tous les logs de mes systèmes web, je les mets dans un endroit et je me donne la permission de pouvoir faire de très gros batchs pour comprendre comment mes utilisateurs travaillent. Entre-temps, on a eu Google Trends, il n'y a plus besoin de s'amuser à faire ça. Cela étant, la fondation qu'ils ont posée, Hadoop, est devenue aujourd'hui un standard de toutes les distributions dites Big Data. Que ce soit Hortonworks, que ce soit MapR, que ce soit Cloudera, on retrouve en fondement HDFS, système de fichiers distribués, des fonctions de mapping, le fameux MapReduce dont on a tous entendu parler, et puis aujourd'hui un écosystème qui est massif. Quand on déploie une distribution Hortonworks, on déploie environ 36 composants. On a de la base de données NoSQL, on a du moteur in-memory, on a des engines qui vont nous permettre de faire du key value, on a Hive qui est un pseudo SQL engine par-dessus du fichier structuré. On a des tonnes de possibilités dans une distribution, et c'est vrai qu'on a peut-être trop voulu lui faire tout faire. C'est-à-dire qu'HDFS, initialement, c'est déployé sur de commodities. C'est pas prévu pour faire de la performance, c'est prévu pour faire du batching modèle. Et on a voulu verticaliser en fonction des besoins de l'entreprise et des marchés. Tant et si bien qu'on a vu naître aujourd'hui un nouvel écosystème et dans ses fonctions NoSQL qui se passe de la fonction HDFS. Le premier, mais qui sont tous compatibles d'un autre côté. Le premier a été certainement Spark, dont on a beaucoup entendu parler, le soi-disant remplaçant de MapReduce, un système distribué de calcul en mémoire. Mais à un moment donné, il faut quand même bien qu'il stocke ces données quelque part, donc HDFS semble être quelque chose d'intéressant. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec beaucoup de silos, avec un fondement qui pourrait être Hadoop, mais qui ne l'est pas pour tous. Et Elastic est venu comme un moyen, selon eux, de traiter cette problématique avec une approche qui leur était bien propre. Élément 1, qui est finalement l'élément de description de n'importe quelle architecture cloud, deuxième mot un peu vulgaire, c'est distribuer. C'est par vocation horizontale au niveau de sa progression, c'est par vocation distribué sur du matériel dit commodité, donc x86, Linux, pas cher, beaucoup. Voilà. La résilience est bien du beaucoup. On en a suffisamment pour se permettre que ça crache. D'ailleurs, quand on travaille à Luxembourg et qu'on travaille pour les banques, les assurances, les sociétés d'État, on se retrouve toujours avec cet archétype de deux data centers, de données répliquées entre ces deux data centers, de toute une complexité et une logique entreprise. Beaucoup des systèmes qu'on voit actuellement ne correspondent en rien à cette logique d'entreprise. Le postulat a totalement changé. L'infrastructure va, à un moment donné, ne plus fonctionner. Et c'est parce qu'on a des trop petites infrastructures qu'on ne s'en rend pas bien compte. Mais si on s'appelle Google ou autre, sur les centaines de milliers de serveurs déployés, par jour, c'est des dizaines et des centaines de machines qui crachent, et c'est juste normal. Ça fait partie de ce à quoi on doit s'attendre. Donc, pour pallier à ça, beaucoup des systèmes modernes sont devenus des systèmes qui sont horizontalement distribués. Et où, dans l'architecture logicielle initiale, on a pris en considération qu'un système, ça tombait. Ça fait partie de la vie. Deuxième point, real-time. L'objectif d'Elastic n'était pas de se positionner sur du batch, pas de se positionner effectivement sur une approche de stock tout, et mes traitements peuvent être très longs, mais était plutôt de s'orienter sur comment est-ce que je retourne un résultat le plus rapidement possible. Et cette notion d'index inversé est au cœur de tout cela, et on reviendra dessus si on rentre dans le détail technique. Mais c'est véritablement au cœur de leur volonté de fournir une information le plus rapidement possible. Un modèle flexible, ça c'est au travers de l'API, et d'ailleurs le Rapid Query Execution à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on stocke une notion de document, donc nos objets sont des documents qui sont des structures JSON. Donc on est JSON natif avec des API REST nativement, il est extrêmement simple d'interagir avec notre index. Peu importe si c'est pour y stocker une grande masse de documents et le rapatrier juste avec une clé d'index, ou rentrer dans des dynamiques beaucoup plus complexes de corrélation, de multiple index correlation, voire même de gestion, comme je le disais, des lignes du temps. D'ailleurs aujourd'hui, et on verra certainement dans la démo, il y a toute une série d'outils qui sont venus se greffer, d'outils de visualisation, qui sont venus se greffer autour de Kibana, qui permettent de traiter ce genre de situation spécifique. C'est-à-dire que je veux plutôt visualiser des trends, donc visualiser de l'information sur du temps, je veux visualiser des relations en graphe autour de l'information. Tous ces éléments-là, finalement, le cœur, la manière dont l'information est stockée,
permet de l'exécuter facilement. Donc c'est juste une adaptation de la manière dont on interroge l'index pour pouvoir obtenir cette information. Donc, Elastic permet effectivement de traiter plusieurs cas d'école très différents. On va parler de certains logging, bien entendu. Toute la dynamique Logging Security Analytics est au cœur de cette solution. Pourquoi? Parce qu'une structure de log, elle est belle généralement, sauf les logs propriétaires de Pliance dans tous les sens. Mais si on revient sur le standard de ce qu'est un syslog, c'est relativement propre. J'ai une ID, j'ai un moment dans le temps, et ça c'est très important quand on est dans Elastic. Un moment dans le temps, ça permet d'avoir un index qui est basé sur le temps. J'ai une ID, j'ai une série d'informations, et puis ensuite j'ai un champ descriptif. Donc c'est une très belle structure de document, et la création du projet Logstash pour amener cette information vers Elastic n'est pas innocente. Donc toute la dynamique Logging et Security Analytics, c'est finalement aller capturer les différents logs fournis par nos systèmes, que ce soit du syslog, que ce soit des logs spécifiques auquel cas on les traitera pour pouvoir les transformer adéquatement sur un format utilisable, que ce soit du Log4j ou voire même aujourd'hui du WinLog, on va pouvoir capturer cet ensemble d'informations, le stocker dans un index globalisé et ensuite pouvoir l'exploiter. L'exploiter en le visualisant ou l'exploiter en faisant des queries spécifiques. Okay. Application Search and Embedded Search. Alors, Application Search, ça va plutôt être des grosses infrastructures de recherche du type Wikipédia. J'ai un portail, je veux rendre la recherche efficace par-dessus ce portail et je dédie un cluster à être effectivement l'entièreté de l'index de mon information et la petite box search de mon utilisateur fera appel à ce cluster et Advanced Search me permettra de construire une query plus complexe globalement. Ou Embedded Search, là on se retrouve dans le modèle où une application préload, et aujourd'hui on parlait de ECM, on voit de plus en plus de solutions ECM qui préload Elastic ou qui préload Lucene comme un moteur par défaut. Solar aussi. On parlait Big Data, on parlait Hortonworks. Hortonworks a choisi par exemple par défaut de déployer Solar comme un composant par-dessus HDFS pour permettre de l'indexer. On pourrait déployer Elastic de la même manière. Choix technologique. Okay. Alors, la fameuse Elastic Stack. Et oui, on n'a plus le droit de l'appeler ELK parce qu'il y a des nouveaux trucs qui sont venus et qui viennent pervertir. Alors on pourrait faire EBLK, EBCLK, mais ce serait relativement compliqué. Donc Elastic Stack, au niveau marketing, ça sonnait relativement bien. Au centre, l'index. L'index, c'est le moteur élastique, distribué par nature, basé sur Lucene. Il va nous permettre de stocker l'information. Pour amener cette information, deux composants, Logstash et Bits. Je vous ai expliqué au tout début de la présentation que Logstash était né en fait comme un double projet, amener l'information et la transformer. Mais Logstash a juste gardé la fonction transformation maintenant, donc c'est véritablement un engine qui va nous permettre de triturer des flux de données et de les transformer de la manière dont on veut, les enrichir, les reformater, les agréger si on en a besoin. Et ils ont déplacé vers le composant Bits, qui se veut un composant beaucoup plus léger, qui peut tourner sur n'importe quel système, l'aptitude à capturer ce flux d'informations. Alors aujourd'hui, il existe des bits officiels, il y en a un pour traiter du fichier, donc c'est l'équivalent de faire un tail Unix sur un fichier, et donc de le lire au continu pendant qu'il est écrit. On en a un qui se trouve au niveau network, qui va nous faire un dump TCP de l'entièreté du trafic réseau. On en a un qui se trouve spécifique à Windows pour rapatrier les événements de type Microsoft vers un serveur Logstash ou directement vers Elastic. Et on en a un qui est spécifique au monde Unix, qui s'appelle TopBit, qui va rapatrier l'équivalent de la fonction top. Donc les processus, l'utilisation mémoire, l'utilisation CPU, etc. C'est une librairie qui ne demande qu'à croître. Il y a une très grosse communauté, et si vous cherchez les community de Bit qui sont disponibles sur le GitHub de Elastic, vous verrez qu'il y en a déjà pas loin de 50, que ce soit au niveau de MySQL, au niveau d'Apache, au niveau d'Nginx. Ça va pouvoir permettre de collecter toute une série d'informations depuis différents types de logiciels. Ok. Donc, je collecte mes logs, je les traite si j'ai besoin de les traiter, je les envoie dans mon index, et Kibana se veut être le front-end qui va permettre de visualiser l'ensemble de ces informations-là et qui a été bien léché, proprement finalisé avec AngularJS comme je le disais. Alors, pour que vous en soyez informés, petite partie commerciale, aucun intérêt à le faire, Xpack, c'est une série de fonctionnalités qu'ils ont décidé de garder en mode privé, comme ça ils peuvent vous vendre
une souscription. Donc tout n'est pas forcément gratuit. D'ailleurs, le support, globalement, comme n'importe quelle société qui fonctionne en open source, il est payant et il n'est pas peu cher, véritablement. Au niveau du XPack, on va retrouver quoi? On va retrouver la sécurité. Et oui, c'est important. Elasticsearch n'a rien du tout en sécurité de base. Donc n'importe qui a un accès à votre terminaison API peut faire un delete d'un index. Ça arrive. Donc, capacité de s'authentifier, capacité d'utiliser un annuaire, capacité d'utiliser du Role-Based Access Control se trouve dans le pack Security qui est forcément payant. Un pack d'alerting, vous voyez l'alerting comme une règle métier. Quand je vois passer tel message, ou quand je vois telle agrégation de messages, s'il te plaît, fais cela. Alors cela peut être beaucoup de choses, en fait c'est des hooks qui vont nous permettre de soit envoyer des emails, soit publier un message sur le JMS, soit, on peut inventer tout et n'importe quoi derrière. Monitoring, alors là c'est intéressant, c'est l'œuf et la poule. Lorsque Elastic est déployé, que Kibana est déployé, Kibana va générer sur le cluster Elastic beaucoup de statistiques qui veulent lui donner à manger et qui vont permettre de générer un reporting opérationnel de l'état de vie du cluster. Donc c'est l'outil de monitoring qui est basé sur l'outil lui-même. C'est assez intéressant et on va pouvoir tester TopBit tout à l'heure, qui ressemble un peu à cette approche-là. Donc c'est vraiment collecter la plus grande masse d'informations possible sur le cluster pour pouvoir donner une vue du cluster. Ok. Et Graph, Graph est donc l'option qui permet de constituer des modèles graphes sur base de l'index. Donc c'est-à-dire que comme l'index est inversé, et donc que plutôt que d'avoir une ID et l'information qui est liée, l'information devient la clé d'index, alors on sait dans quel nombre de documents la clé d'index se retrouve. Donc on a un poids de cette clé d'index. On sait dans quel document se retrouvent X clés d'index différentes. Donc on peut créer très facilement une pondération de la relation entre des objets. Et la fonction graph qui est inscrite au sein d'Elastic n'est que cela. C'est-à-dire qu'on va traiter les poids qui lient différents objets à l'intérieur. Si vous avez suivi un petit peu le Panama Leak, on a beaucoup parlé de Neo4j pendant le Panama Leak. Neo4j, c'est une base de données qui se veut graph par nature, mais en fait sa fonction est relativement similaire. Ce qui était intéressant dans le cas du Panama Leak, c'est qu'ils ont justement utilisé une interface de visualisation qui a permis aux différents journalistes d'explorer ça très facilement. Et donc d'explorer sur une vue graph pondérée la relation entre des nodes, des objets d'information. Et bien là, les objets sont les index, ces clés qu'on possède, et le nombre de fois qu'on peut les retrouver combinés, ou simplement qu'on peut les retrouver dans l'index. Cas d'utilisation, oui, certains je n'ai pas cité, mais GitHub. GitHub est fabuleux pour le nombre de documents. On a 30 milliards de documents indexés dans GitHub. Donc quand vous faites une recherche, que ce soit sur du code ou que ce soit sur un projet, c'est Elastic qui se charge de renvoyer le résultat. Et à savoir que, effectivement, comme certains l'ont dit pendant la présentation, il ne faut pas forcément des infrastructures gigantesques pour obtenir des premiers résultats. On est capable, en fonction du type de document qu'on va traiter, et si on traite correctement ces index, de pouvoir avoir une performance assez intéressante quand il s'agit de faire du full text search, parce que c'est dédié à cette fonction. Ok. Donc Elasticsearch, distributed and scalable, resilient by design, oui. Cela étant, à vos souhaits. Cela étant, j'en venais sur ce que je vous disais tout à l'heure, Luxembourg et ses 2 data centers. Elastic est créé pour être distribué, mais donc il a une forte considération pour la latence entre ces différents nœuds, puisqu'il y a de l'échange d'informations entre ces différents nœuds. Donc au plus il y aura de la latence, mettons qu'on en héberge un en Asie et un autre aux États-Unis, au moins on pourra attendre d'avoir de performance. Donc c'est plutôt imaginé pour faire des clusters locaux, où les systèmes sont les uns à côté des autres. D'ailleurs, si vous observez le fichier de configuration, vous verrez qu'il y a une variable qui s'appelle rack. C'est juste pour être certain que quand on distribue des fichiers, on les distribue sur 2 racks différents, plutôt que de les avoir tous dans la même boîte, et oui, mais c'est fait pour être local. Donc, ça va aussi avoir le gros problème de mal survivre à ce qu'on appelle des split brain situations. Donc un split brain situation, c'est quand il y a plusieurs personnes, plusieurs machines en l'occurrence, qui participent à la création d'un environnement cluster. Si à un moment donné, on coupe la communication entre eux, ici ils sont que 2, qui est-ce qui décide, qui devient le chef? On est dans une situation un peu particulière. Ils ne sont pas très tolérants à ça.
Donc on travaille généralement avec une notion de maître, donc des gens à qui, enfin des serveurs à qui on va donner un rôle, c'est de déterminer qu'ils font la loi et qu'ils prennent des décisions par rapport à ce que les autres vont faire, et que ces maîtres doivent être en nombre suffisant pour pouvoir supporter ce genre de situation où on coupe la poire en deux. Donc il y a toute une formule qui est décrite, qui nous permet de déterminer dans une architecture correctement balancée comment est-ce qu'on doit traiter ce genre de scénario pour que ce soit correctement distribué. Du même titre, il y a une distribution du rôle de maître, il y a une distribution du rôle des données. Les données, c'est Lucene qui est sous-jacent, qui va lui les distribuer sur les différents systèmes. Il faut qu'on soit aligné sur la manière dont on décrit un index et l'infrastructure qui la supporte. Donc, utiliser le terme cluster. Le terme cluster, ça représente effectivement un environnement dans lequel plusieurs nodes, donc plusieurs instances d'Elastic, vont participer ensemble à offrir le service final. Okay. Ces nodes peuvent avoir des rôles spécifiques pour pouvoir gérer correctement la résilience, mais aussi les performances. Dans les rôles spécifiques, on a le rôle de maître, c'est un rôle de décision simplement, mais c'est aussi un rôle de trafic, de gestion du trafic. Donc, les maîtres gèrent les terminaisons API et vont recevoir toute demande, initialement. On a un rôle de data node. Le data node est un nœud qui va stocker l'information véritablement. Et je vous disais qu'il fallait être en lien entre son index et son architecture. Si on décide de demander à un index de distribuer 5 fois son information et donc on a que 2 machines en dessous, ça fait peu de sens. Globalement, ça marchera, c'est-à-dire que l'index va passer en mode dégradé, va vous dire bah, j'aimerais bien en mettre 5, mais j'ai que 2 machines pour le faire. Ça n'a pas beaucoup de sens dans la manière dont on voudra l'utiliser, mais dans la manière où l'index sera performant. Parce que dans son modèle de haute disponibilité et dans son modèle de distribution, Elastic va toujours être en recherche d'optimiser l'information et d'optimiser la distribution de l'information sur base des critères avec lesquels on aura défini ces différents index. Donc si je reviens sur mon exemple d'index sur lequel on a demandé 5 shards ou 5 réplications, que je n'ai que 2 nœuds, Elastic va toujours être en recherche d'un nœud supplémentaire pour pouvoir distribuer l'information. Ou à contrario, si j'ai un très large cluster dans lequel j'ai des distributions spécifiques et que je me retrouve avec, à un moment donné, une situation où je suis cassé, le cluster va commencer à recopier l'information pour correspondre à l'état qu'on lui a demandé. Okay. Donc gérer un système distribué n'est jamais quelque chose de simple, par définition. Le système distribué est relativement complexe, surtout complexe dans ses opérations de maintenance, parce qu'elles sont très peu visibles, elles ne sont exposées qu'à l'administrateur du système, d'une certaine manière, et donc il faut garder une belle cohérence. Cela étant, si on arrive à obtenir ce degré de cohérence entre notre architecture technique et l'architecture logique avec laquelle on va utiliser le produit, on a une garantie de haute disponibilité et de scalabilité. De même, comment est-ce qu'on croit dans Elastic? Généralement, la réponse du support, c'est ajouter des nodes. Voilà, globalement, quand on ajoute des nodes, on ajoute de la puissance de calcul, on ajoute de la mémoire, on ajoute du stockage. Donc on est tranquille, on a tout ce qu'il faut pour continuer à avancer. Okay. Et comme le cluster est intelligent et qu'il cherche toujours à balancer les choses correctement, dès qu'on va lui ajouter des nodes, il va se dire tiens, j'ai de la place ailleurs, je vais rebalancer mes informations, toujours pour qu'elles correspondent à l'état dans lequel je les ai définies, mais que je sois cohérent vis-à-vis de mon architecture. Okay. Donc c'est une manière assez propre d'avancer. Au niveau des développeurs, c'est JSON natif, donc ça, il y a pas mal de gens qui aiment bien. Il y a quelques librairies pour ceux qui utilisent des langages très spécifiques. Maintenant, il y a aussi simplement une terminaison HTTP REST qui peut être utilisée tout simplement. Étant donné que la notion d'Elastic, c'est un document, le document n'a pas de schéma. L'index peut venir demander à un document d'être... donc un index, c'est une manière de spécifier comment on va traiter une information, ce qu'elle contient en soi, quels sont les champs qu'on pourrait imaginer voir dedans. Un index, on peut le rendre rigide en demandant à certaines informations qu'elles répondent à un standard et à un critère de qualité. Cela étant, si on ne demande rien et qu'on attaque un nouvel index, Elastic crée sans se poser trop de questions. Et il crée sans structure rigide d'information. Et au niveau de la recherche, on est sur du real-time. Alors, real-time, c'est toujours un terme qui est compliqué à gérer. C'est quoi le real-time? Disons que quand l'information est arrivée dans Elastic, elle est disponible à ZAP. Voilà. Maintenant, si la chaîne qui permet d'ingérer l'information prend des années à s'écouler, entre le moment où l'info est générée sur une machine X et tout le traitement possible, le real-time ne sera que dépendant de cette chaîne.
En plus de ça, il permet effectivement ce full text grâce à l'index inversé, agrégation, et puis aujourd'hui on voit de plus en plus de filtres spécifiques. Alors pourquoi des filtres spécifiques? Ce qu'on appelle des analyzers. Parce que c'est intéressant. De base, si je faisais du full text sans faire d'analyzer, pink avec un P majuscule ou un P minuscule ou un espace qui est mal mis, c'est pas la même structure en termes de string. Donc je ne devrais pas renvoyer l'information. Or, on aime bien quand on fait une recherche que ce soit quand même user-friendly, parce qu'on est tous un peu fainéants, et donc que ça prenne en considération majuscules, minuscules, fautes d'orthographe, espace oublié, et en veux-tu, en voilà. Donc, dans le cœur d'Elastic, il y a toute une série d'outils qui sont des analyzers. Une nouvelle fois, vous ne les voyez pas, vous ne traitez pas avec ces analyzers, ils font juste partie de la solution, et ils vont rendre toute une série d'activités beaucoup plus simples. Donc dans cette série d'activités, on retrouve notamment le fait de traiter la proximité de string, l'agrégation de string, traiter des données géospatiales, donc traduire une IP en une coordonnée en une adresse, rechercher une adresse sur une IP, ce genre d'éléments. La capacité d'être multilangue aussi, donc d'avoir des index qui possèdent des documents qui sont les mêmes mais qui sont structurés sur plusieurs langues. Je reviens sur l'Office des publications, vous imaginez bien qu'avec les règles européennes, on a quelques langues à traiter, donc c'est une feature qui est vachement intéressante. D'autant plus intéressante que tout le monde n'est pas sur un UTF-8 US bien standard, on est bien d'accord, on a beaucoup de possibilités ici en Europe. Merci LibreOffice, on n'y voit que dalle. Kibana, juste rapidement, Kibana, donc je vous disais, c'est un UI qui va vous permettre quoi? De faire du drill down. De base, il prend un index, il demande ce qu'il doit regarder dans l'index. Vous avez un champ de recherche, vous cherchez, simplement. Ensuite, on peut aller dans des recherches avancées et sauvegarder toute recherche effectuée sous forme d'une visualisation de la recherche. Et c'est surtout là sa puissance, c'est qu'une recherche qui est formulée sur le langage spécifique qui s'appelle DSL, mais vous verrez qu'il est relativement simple, peut se transformer à tout moment en un retour numérique. Donc calculez-moi le nombre de fois que je vois tel string, telle agrégation de caractères dans le temps et qui dépend de telle autre agrégation, et bien donc ça nous donne une variable numérique qui peut rentrer dans un joli graphe, dans une courbe en temps réel, etc. etc. En plus de ça, elle s'est transformée depuis la version 4 en un pluggable module, ce qui rend la possibilité de créer des dashboards. Donc ça c'est relativement simple, ça reste de la configuration de créer un dashboard, mais on peut aller encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on peut prendre leur propre librairie, et si on a des compétences Angular, on peut développer sa propre application au sein de Kibana. L'avantage, c'est que Kibana va gérer toute la sécurité, Kibana va gérer l'accès à Elastic, Kibana va gérer les fonctions spécifiques. Il possède une librairie déjà relativement développée pour interagir avec Elastic. Donc finalement, on développe juste véritablement ce qu'on attend dans l'IA. Notamment, j'ai vu dans les développements dernièrement, du multi-tab UI où on évolue avec un objet. On le regarde sous différents angles. On peut vraiment créer beaucoup de choses et Angular étant relativement riche en termes de possibilités, ça peut être une façon de faire du rapid development par-dessus Elastic si on ne veut pas se lancer dans le développement complet d'une application. Okay. Ça c'est du dashboard. Donc voilà, on est sur du map avec de l'heightmap, on est sur une distribution de bulles, on est sur du graphe classique et puis ensuite nos bons vieux camemberts. C'est contextualisé, on le verra après ensemble, mais c'est contextualisé en ce sens que si je clique sur cette zone-ci, je peux faire évoluer tous les autres graphes en fonction d'une restriction du champ de recherche que j'applique. Donc mon graphe me présente initialement toutes les données de l'index, et parce que j'ai cliqué sur une zone, je lui dis je ne veux voir que toutes les informations qui correspondent par exemple à tel système. On se retrouve avec les informations du système qui vont être présentées. Une autre version de Kibana, encore et encore. Logstash et Bleach, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, je vais juste vous dire que Logstash a énormément de plugins, est extrêmement riche et Rémi va se faire un plaisir de vous montrer comment on écrit des filtres, parce que Rémi, écrire des filtres, c'est la vie. C'est ça, non? Non, excuse-moi. Bon, en gros, ça utilise un langage pas sympathique pour écrire des filtres qui peuvent être très 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 longs, mais qui permettent, ma foi, d'agréger les données ou de la transformer. Blitz, comme je vous le disais, c'est le forwarder de son côté, extrêmement léger, extrêmement simple à déployer. Son objectif, c'est d'être un data shipper. Donc, il peut soit directement depuis sa configuration attaquer Elastic, soit concentrer vers Logstash pour pouvoir ensuite déposer vers Elastic. C'est des
considérations d'architecture qui sont à réfléchir en fonction des projets. Ok. Effectivement, si on dit que tous les serveurs doivent renvoyer leurs données dans Elastic et qu'on a 600 serveurs Windows, pas très pertinente les 600 serveurs Windows à discuter directement avec Elastic, surtout s'ils se trouvent sur des zones de sécurité ou des zones réseau tout à fait différentes. Donc Logstash devient un moyen de shipper, de déjà agréger en partie et de réduire le nombre d'ouvertures nécessaires.
Coup de gueule. Coup de cœur.